a long way, but girl, because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we the line was left. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur La Une. Je suis très heureuse de vous accueillir pour le deuxième numéro de la semaine. Nous sommes mardi et nous parlerons littérature ce matin avec Khady. Mais avant, il y a la chronique et administration avec Hassan Sine. Deux invités nous accompagneront ce mardi et dans un petit moment, Alioune Badara Kane en plateau vous présentera leurs différents profils. Vous le savez, cette émission, c'est également des capsules habituelles. La gym avec le coach Tandara avant la gym, la météo avec nos partenaires de la Nassim. Et après 7h30, je vous proposerai de regarder le bulletin d'infos de votre matinale Kirkeliba. Vos réactions et commentaires, nous les attendons comme tous les matins d'ailleurs, puisque nous sommes en direct sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Ce matin, je voudrais également remercier tout particulièrement les leftos qui nous écrivent justement sur notre page Facebook et qui sont avec nous au Sénégal ou ailleurs. Merci de votre curiosité. Voici pour vous le bulletin météo. À tout de suite. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la Nassim. Il fera plutôt frais au courant donc de cette matinée sur le littoral nord du pays et dans la journée même, c'est un temps plutôt beau qui est attendu sur le long du littoral avec une chaleur qui va toujours persister sur l'intérieur du territoire. En termes d'animation satellite, nous nous attendons à un ciel qui sera parsemé de nuages. Des moments d'éclaircies seront notés sur une bonne partie du pays avec quelques touffes de nuages qui intéresseront donc le ciel sénégalais. Des vents qui vont souffler majoritairement depuis l'océan, donc des alizés maritimes sur la moitié ouest du pays, tandis que des vents d'harmattan seront notés dans la partie est du territoire. En termes de prévision, des températures très élevées sont attendues dans le centre, dans le sud, mais également l'est du pays. Des températures qui seront d'au moins 40 degrés, comme on peut voir à Diourbel, 43 degrés à Kolda ou encore à Linguère. Nous aurons même des pics de 44 degrés entre Podor, Matam, Tambacounda et Kédougou. Et le maxi des maxis sera enregistré pas non seulement sur Kaffrine, mais également à Bakel, avec des pics de 45 degrés qui seront notés au courant de la journée. Et par contre, sur le littoral nord, c'est plutôt un temps clément qui est attendu avec des températures de 32 degrés à Thiès, 28 à Saint-Louis et 26 degrés le pic le plus bas attendu enregistré à Dakar, d'où un temps doux qui sera noté donc dans cette capitale au courant de cette journée. Donc le tout avec, comme je disais tantôt, un ciel qui sera parsemé de nuages avec des moments d'éclaircie qui seront notés. Chers téléspectateurs, en guise de rappel, il fera chaud. Chaud dans la moitié est du pays. Des températures qui vont largement dépasser 40 degrés jusqu'à atteindre 44 voire 45 degrés sur une bonne partie du pays, avec sur le littoral nord une certaine clémence en termes de chaleur qui sera notée, des vents qui vont souffler donc depuis l'océan pour adoucir l'atmosphère et des pics donc de 28 voire 26 degrés qui sont enregistrés par endroits sur cette partie du territoire. C'en est tout pour votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons donc à suivre l'information météorologique en provenance de la Nassim à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.
Bienvenue chez nous, bienvenue sur la Une. Très heureuse de vous accompagner dans votre routine matinale également. Allez, l'équipe me rejoint en plateau maintenant pour la première partie de cette émission. C'est Alioune Badara Kane, c'est Hassan Sine, c'est nos invités également pour cette première partie. Ils s'installent pour vous. En attendant, je vous invite à bouger avec le coach Tandara. C'est l'heure de la gym sur la matinale. On se retrouve dans un petit moment en plateau pour la suite de votre quinquilibre. À tout de suite. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Notre deuxième capsule de la semaine ce mardi avec les coachs Tamsir et Idi qui sont là et qui vont accompagner le coach Bou. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas cette gym personnalisée, mais avec le coach Bou et les coachs Tamsir et Idi. Alors, on vous propose justement le full body. Alors, le full body, tout à l'heure, avec le coach Bou, nous allons passer au step et puis autre chose. Mais suivez attentivement, mesdames et messieurs. Alors, tout de suite, coach Bou, c'est parti, c'est à vous. Alors, mesdames et messieurs, bonjour, nous revoici très tôt ce matin pour vous dire un coucou. On va aller directement passer à ce que c'est que notre capsule d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous présenter ce que c'est que le full body avec ce qu'on appelle l'engin, le step. Donc, vous savez bien, avec ce même engin-là, on va utiliser aussi des disques, des haltères plutôt, pour faire des exécutions d'exercices sur cet engin-là. Pour vous montrer qu'avec cet engin qui est le step, on peut faire des exercices combinés et variés pour travailler un tout petit peu tous nos groupes musculaires. Donc, ça sera notre présentation d'aujourd'hui. Et bien sûr, avec nos deux invités qui sont nos jumeaux d'aujourd'hui, on va partager la séance avec eux, qui sont Tamsir et les lots que je dis juste. Et on se donne très rapidement le rendez-vous. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la deuxième capsule de la semaine, mesdames et messieurs. On est donc mardi avec le coach Bou, évidemment, en compagnie du duo, les deux jumeaux, de Idi et Tamsir. Allez, regardez, même accoutrement, évidemment. Alors là, c'est vrai qu'on va tout harmoniser, mais suivez plutôt cette chorégraphie. Allez, pas mal avec ces mouvements gymniques, mesdames et messieurs, et avec le step, mais aussi les haltères ici. C'était notre présentation d'aujourd'hui. Vous avez vu comment ça s'est passé avec nos invités et ils ont pu assurer. Donc, c'était juste notre présentation et on se donne le rendez-vous demain, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Voilà, merci, mesdames et messieurs. C'est donc terminé. En tout cas, merci à tout le groupe avec le coach Bou, évidemment, avec Tamsir et coach Idi. Ils étaient tous là en compagnie justement du coach Bou. Alors le full body, mesdames et messieurs, certainement, vous avez aimé. Alors le rendez-vous demain, Inch'Allah, nous serons le mercredi. Et ce sera avec le même plaisir que nous retrouverons le coach mercredi donc pour la troisième capsule de la semaine. Et le jeudi, il sera en plateau, en présentiel donc avec nous. Bienvenue encore une fois à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Il est exactement 6h40 et nous sommes donc en direct depuis 10 minutes exactement. Bonjour Hassan. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Ça va très bien. J'aime beaucoup ce que tu as porté ce matin. Ah merci, c'est très gentil. Oui, c'est très gentil. Signé Eliman. Ah, c'est beau ça. C'est la marque. Je connais pas. C'est la marque? C'est une jolie marque, c'est une nouvelle marque qui démarre et qui est en train de faire des miracles. Ah bah je vois, hein. Alioune. Regardez sur bonjour, la reine, ça va? Ah oui, je confirme. Hein. C'est beau, non? Il est élégamment bien habillé. Oui, hein. bien sûr. Style jeune cadre, hein, voilà, décontracté. Voilà. Il tombe la veste, voilà. Voilà, c'est ça. Mais Alioune aurait préféré chemise, cravate. Non, pas toujours. Tu es bien comme ça ce matin, ça fait détendu. Ne te fie pas à l'apparence, hein. Ça vient tout droit de Colobane, hein. Et toi, de Colvez. Hein. Donc je salue mes amis de Colvez, de Colobane. Par Colobane encore ce matin. Voilà, par l'un des recoins de Colobane. Hein, voilà, cravate à 1000 francs, tu as une belle cravate. C'est de l'humilité, mais c'est de la grande qualité. À 2000, j'ai touché, moi. déjà. Hein. Et la veste? Bon, la veste, 5000, 3000. Hein. Ça le fait. Non. Donc, Petit budget, en 10 000, on a déjà tout. En 10 000, tu as tout. Ouais, même moi. Hein. Je pense qu'il est en train de faire de la publicité à Colobane, mais ils là... Ils aiment bien Gourgourlou. Hein. En tout cas, ils se tiennent bien Gourgourlou.
Voilà. Allez, bienvenue en plateau à nos invités de ce matin. On va les présenter maintenant à nos téléspectateurs. Alors, nous avons le plaisir de recevoir deux messieurs sur ce plateau. L'un représentant l'université Alioune Diop de Bambey, qui se ferait son chemin dans le landerneau de l'éducation, de l'enseignement supérieur ici au Sénégal. Alors, nous avons le plaisir donc de recevoir le docteur en droit privé. Voilà, Sadou Wan, donc docteur en droit privé, naturellement donc enseignant en droit privé à l'université Alioune Diop de Bambey. Il est là pour nous parler de ce colloque qu'organise cette université, surtout le département ingénierie et juridique. Je pense que c'est une nouvelle trouvaille également. Et il faudra bien y revenir sur ce qu'elle renvoie. Elle renvoie à quoi? L'ingénierie juridique. Je pense que dans la terminologie juridique, c'est une découverte pour bon nombre d'entre nous. Et donc on reviendra sur le colloque dont le thème reste la summa divisio. J'ai même cru à une petite erreur de la part de votre équipe de communication. Summa divisio, j'ai pensé à division, mais bon, il va nous dire un peu. Divisio. Voilà, divisio, cela renvoie aussi à quoi? Qu'est-ce qui fait la teneur véritablement donc de ce thème-là? Et puis parler de l'actualité donc du droit ici au Sénégal, parce que bon, c'est l'un des sujets les plus débattus sur la place publique, la réhabilitation du droit. Alors, que vous inspire ce débat-là? Vous, en tant que juriste, doit-on véritablement le réhabiliter? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le droit puisse avoir, disons, une cote assez élevée auprès de l'opinion sénégalaise? Parce que, bon, inutile donc de rappeler les dernières péripéties liées donc au droit ici au Sénégal, à la veille, bien sûr, de la présidentielle. Je pense que ce serait bien donc de profiter de votre expertise pour parler véritablement donc de ce chantier-là, d'ailleurs annoncé par les nouvelles autorités du Sénégal. Et puis, à sa suite, un monsieur aussi très entreprenant, très engagé pour son prochain, monsieur Fallou Nia, il est le président fondateur de Génération Salih et aussi manager général des rythmes santé. Sa vocation est d'être là au bénéfice, disons, au service de ces couches vulnérables que sont, voilà, disons, les talibés, les enfants de la rue, ces jeunes-là donc en situation difficile. Il leur prodigue des sessions de formation. Il a ouvert un peu partout donc des centres rythmes santé. Donc on reviendra sur la génération Salih, sa vocation, son engagement, le pourquoi il a ciblé donc voilà, ces couches-là, disons, assez défavorisées. Et puis également sur voilà, la mutualisation des efforts avec d'autres partenaires, pourquoi pas l'État central. Je pense qu'il se doit de vous accompagner dans votre noble engagement. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec nos deux invités, le docteur Sadou Wan et M. Fallou Nia. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Fallou Nia, comment allez-vous? Ça va. Le plaisir pour nous de vous avoir en plateau avec nous. Et on accueille bien nos invités avec du quinqueliba. Alioune vous a déjà servi. Salouane, merci également d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et bienvenue sur le plateau. C'est un plaisir pour moi. Je vous remercie pour l'invitation. Et vous nous faites honneur de venir ici porter la parole du département ingénierie juridique, en l'occurrence avec son groupe de recherche sur les sciences juridiques et politiques de l'université Alioune Diop de Bambey, qui profite de cette opportunité pour évoquer un événement d'envergure internationale portant sur un colloque. Vous savez très bien que l'université, c'est d'abord des enseignements, mais au-delà des enseignements, il y a un très grand pan important de la recherche. Et cette recherche-là, elle se matérialise par des événements, des manifestations scientifiques où l'on invite les pairs, les praticiens du droit et tous les acteurs qui sont intéressés sur ces questions-là, qui font l'actualité, autour desquelles alors, nous nous retrouvons. Cette fois-ci, c'est à Bambey, c'est une première. C'est pourquoi nous profitons de cette opportunité pour venir ici évoquer cette question. Très bien. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Hassan, ton sujet de ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur le EdTech. EdTech, c'est le nouveau nom de l'e-learning, c'est-à-dire l'enseignement à distance et donc en ligne. Nous allons profiter donc de cette occasion pour revenir sur un partenariat qui a été signé entre Sénégal Numérique SA et la grande plateforme Touchère qui commence à s'internationaliser. Et on va voir un peu pourquoi ce succès de cette start-up bien sénégalaise, mais qui commence quand même à franchir nos frontières pour vendre son savoir-faire. Très bien. Nous sommes en direct, je le rappelle à ceux qui nous regardent à l'instant. Et donc sur ces différents sujets, vous pouvez réagir. Nous attendons bien sûr vos
vos questions également en direct ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué la capsule du coach Tandarad ce matin. Il y avait un fait assez particulier. On va revoir les images, bien évidemment. Qui a remarqué? Un miroir. Le miroir, pas vraiment. Bon, c'est vrai. Où on voit la personne deux fois, c'est ça, non? J'ai eu l'impression d'avoir la même personne deux fois. C'est ce qu'on appelle de vrais jumeaux. Regardez. Tout de suite, ça a fait... Au début, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas doublé l'image? Après, je me suis dit, non, on a le coach Bou qui est là, et juste derrière, les jumeaux habillés pareil. Idi et Tamsir, je pense. Ah, t'as retenu les noms? Oui, j'ai écouté le coach. Moi, j'ai juste regardé les images. C'est ce qu'on appelle de vrais jumeaux. Hein, de même coiffure, ouais. Bien rare, hein, parce que souvent, il y a beaucoup plus de faux jumeaux que de vrais jumeaux. Mais eux, ils sont vraiment de vrais jumeaux, et je plains bien leurs proches. Je ne sais pas comment ils font pour les distinguer, les reconnaître, hein. Surtout leur épouse. Hein. S'ils en ont, je ne sais pas comment elles vont faire. Le truc avec les... Voilà, c'est ça. Hein. Les jumeaux, et puis également leur, c'est pas moi, leur créancier. Il faut rouler plus d'eux dans la farine. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà, est-ce que vous avez vécu des expériences similaires avec des jumeaux ou des jumelles qui sont de vrais jumeaux ou de vraies jumelles, et puis vous avez du mal à les distinguer finalement? Falounian, vous avez dans votre entourage de vrais jumeaux, de vraies jumelles? J'ai des sœurs, une jumelle. Ah, vous avez des sœurs? Mais qui se ressemblent pas. Heureusement pour vous, parce que même quand vous les confondez, ils font exprès, ils ne vous disent absolument rien. Vous pouvez appeler Idi Sidi, il ne vous dira absolument rien. Il écoute tranquillement. Très complice tout le temps. Très complice également. Et on leur prête aussi beaucoup de pouvoir. Hein. Il paraît que quand l'un ressent une douleur, l'autre peut évidemment ressentir la même chose. Est-ce que... Non, il y a beaucoup ça de croyances existe, hein, même si du point de vue de la science, il est difficile de l'expliquer. Hein. Bon, si vous êtes vraiment strictement cartésien, peut-être vous aurez du mal à y croire, mais ça existe bel et bien. Voilà. On le voit même à travers dans nos sociétés respectives. Souvent dans les grands quartiers, vous voyez peut-être un jumeau, des jumeaux, l'un est malade, l'autre, voilà, ça ne va pas. Quelque temps, oui, c'est ça. Il le ressent en réalité. Et même généralement, malheureusement, sur certains drames, hein, je pense que bien relaté par bien sûr, hein, par l'histoire, les réseaux sociaux et tout cela, vous voyez généralement qu'ils ont à peu près le même destin. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Voilà, bon, ça, c'est des choses qui échappent au rationnel. Hein. Donc, c'est du ressort de l'irrationnel. Et comme nous sommes des gens de foi, nous y croyons. Voilà, parce que ça, peut-être, c'est des signes que nous envoie le Créateur. Oui, peut-être. Voilà. Les jumeaux qui se ressemblent véritablement, je crois que tout le monde en connaît. Hein. Peut-être certains ont même eu l'expérience d'aller à l'école avec certains qui se relayaient parfois pour faire les devoirs l'un pour l'autre. C'est difficile de faire la différence, c'est pas évident. Tout cela témoigne encore de la grandeur et de l'importance de voir un petit peu certaines structures se développer et de la complexité de l'homme, l'humain. Tout simplement. Et nous comprenons ces phénomènes, ce qui ne s'explique pas d'ailleurs et qui nous entourent et qui nous occupent au quotidien. Mais ça fait partie de l'ordre normal des choses. Quand le coach sera en plateau jeudi, je vais lui demander qui est Idi et qui est Tamsir. Pour voir s'il pourra faire la différence finalement. Allez, merci à la réalisation qui nous a suivis. On avance maintenant avec la chronique e-administration d'Hassan Sine. Ce matin, on va parler de e-learning, c'est ça? Effectivement, EdTech, j'ai dit. Oui, parce que Ed comme education, ok, d'accord. tech comme technologie. Ok, ED alors. Voilà, c'est la nouvelle tendance. On ajoute tech à tout. Donc, comme par exemple, pour parler de e-administration, nécessairement, ça va devenir GovTech. Tu veux changer le nom de ta J'ai rien dit, je donne juste les tendances. On se dirige vers un changement de nom de e-administration. On va dire mais si on dit GovTech, on a l'impression qu'on tourne plus autour du gouvernement. Oui, mais bon, là, au sens large du terme, quoi. Oui, administration, gouvernement, je pense que la différence, bon, de terminologie, ça se voit, mais on parle de la même chose, quoi, du secteur public et de sa digitalisation. En tout cas, je vous donne les tendances, voilà, et c'est comme ça, pour ne pas passer pour un has-been, mieux vaut dire EdTech maintenant plutôt que e-learning. D'accord, voilà. Très bien. Et donc, c'est dans ce domaine de l'EdTech que évolue cette start-up qu'on appelle Toucher,
Toucher, qui est une start-up donc, qui s'est développée très rapidement. Vraiment, c'est une start-up made in Sénégal, mais qui a pu quand même se développer et s'exporter jusqu'en Côte d'Ivoire. Et donc, il donne, cette start-up plutôt donne une autre façon de faire de l'apprentissage en ligne et de l'enseignement à distance, à travers également une plateforme de réseaux sociaux. Ils ont leur propre plateforme qui ressemble un peu à LinkedIn ou à Facebook et qui rassemble actuellement près de 60 000 abonnés qui utilisent donc régulièrement et quotidiennement cette plateforme qui ne parle que d'éducation, que de formation. Et donc, Sénégal Numérique SA, puisque depuis la Startup Act, essaie en tout cas d'aider ces startups à se développer, à leur ouvrir en tout cas d'autres marchés. Donc c'est lié en partenariat avec Toucher pour développer donc également son académie, parce que j'en ai parlé ici. Sénégal Numérique a une académie qu'on appelle Sénégal Digital Academy, qui permet en tout cas de favoriser également l'enseignement dans l'administration, mais pas que. Et donc c'est donc vraiment ça l'intérêt de cette convention qui a été signée entre ces deux structures. Je vous propose d'écouter les deux responsables de ces structures, à savoir Abdoulaye Mbeng de Toucher, qui en est le PDG, et également Cheikh Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique SA. Toucher est une plateforme que nous avons développée donc, au Sénégal, qui a été développée par une équipe africaine, avec la participation bien sûr de boîtes internationales, de boîtes européennes, qui nous ont aidés à coder la plateforme. C'est une EdTech aujourd'hui qui est reconnue dans le secteur, dans le milieu, qui est considérée comme une référence. Nous venons d'Abidjan, où nous étions il y a quelques temps, où Toucher a été reconnu et labellisé comme étant une des références dans l'EdTech. Nous sommes dans une nouvelle dimension de l'EdTech qui est en train de se mettre en place. Et je pense que le directeur général de Sénégal Numérique l'a parfaitement compris. C'est une nouvelle frontière, c'est une nouvelle manière d'enseigner qui est en train d'être développée en Afrique, où on a plus de 500 millions de jeunes à former. C'est quand même énorme. Au Sénégal, on a quelques millions de jeunes aussi à former. Je crois qu'on parle de 4 à 5 millions de jeunes à former au Sénégal. Vous connaissez un peu le problème aujourd'hui de la jeunesse. Il faut qu'on ait une jeunesse formée, éduquée, accompagnée. Et la plateforme Toucher est là pour ça. Promouvoir le programme Sénégal Digital Education auprès des bailleurs spécialisés dans le domaine de l'éducation, en particulier donc les fondations telles que Mastercard Foundation, Bill and Melinda Gates, etc. Ou d'autres organismes comme la Banque mondiale, avec l'AFC, l'Institut francophone de l'éducation et de la formation, et tout autre bailleur qui sera proposé par l'une ou l'autre partie. La liste est loin d'être exhaustive, donc ce qui donne vraiment de l'intérêt mutuel qui rend cette collaboration naturelle. Donc je ne saurais terminer sans vraiment féliciter le président directeur général pour le travail remarquable qu'il est en train de mener dans notre pays avec ses équipes qui sont extrêmement professionnelles. Vraiment, on l'a vu avec tous les supports que vous avez produits depuis notre collaboration. On a vu vraiment la diligence avec laquelle vous avez traité nos requêtes et le professionnalisme qui s'est vu vraiment sur le rendu de ce que vous avez produit. Retour en plateau, 6h55 exactement. Belle initiative à encourager. Évidemment, quand il y a des startups comme Toucher qui font des choses incroyables, c'est important d'en parler sur le plateau aujourd'hui. Et je crois que ça devrait davantage pousser même nos téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent, bien évidemment, en ce moment, à se tourner vers des plateformes comme ça. Parce qu'on est dans l'éducation et dans la formation également. Effectivement, et il y a un vaste projet qui donc lie dès à présent les deux structures dans le cadre de ce partenariat
partenariat, c'est le Sénégal Digital Education, qui vise donc à moderniser de manière générale les méthodes d'enseignement et de favoriser l'inclusion numérique dans tout le pays. Et dans ce cadre, donc, on va voir bientôt, Toucher va œuvrer dans le domaine de l'éducation, qui œuvre dans le domaine de l'éducation, envisage de mettre en place des programmes de gestion et de digitalisation des systèmes de formation. Désormais, avec le numérique, et je crois qu'on peut le dire, Sadouane, la connaissance est tout simplement démocratisée. On peut apprendre partout où on se trouve, grâce justement aux efforts fournis évidemment par Sénégal Numérique, mais aussi par toutes ces start-up qui travaillent désormais dans le secteur de l'éducation. Au niveau de l'Université de Bombay, je pense que vous expérimentez également cela. Absolument, nous y sommes avec une direction que l'on appelle l'IFOAD. L'enseignement à distanciel et le numérique sont devenus aujourd'hui incontournables depuis l'avènement de la Covid, où véritablement nous avons été bousculés dans nos habitudes avec l'éruption de cette maladie qui nous a contraints un petit peu à revoir nos façons de faire. Alors, cet enseignement, vous avez bien fait de le souligner, démocratise la connaissance, fait sauter les barrières, les frontières dans l'acquisition du savoir, qui devient, n'est-ce pas, un outil qui est à portée de main avec ces plateformes-là. Donc l'université aujourd'hui, dans son futur, est obligée de faire avec le numérique, le distanciel, pour tout simplement être opérationnel, mais au-delà de l'opérationnalité, être compétitif, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous essayons de toucher l'international à partir des offres de formation. Et les auditeurs sont un peu partout dans le monde et voudraient, en fonction d'une spécialisation, d'une formation qui est particulière, aujourd'hui venir s'inscrire en ligne et interagir avec d'autres auditeurs qui sont un peu partout dans le monde. Absolument, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'être en présentiel pour suivre les cours. Et donc, le fait de pouvoir en ligne faire des formations, c'est un gain important de temps, mais également ça permet à des professionnels comme nous, par exemple, d'aller chercher d'autres diplômes tout en continuant à faire son travail au quotidien. Falounian, je vous laisse réagir sur le sujet. Effectivement, on a un programme pareil, un programme d'inclusion numérique et innovation technologique pour accompagner les populations les plus vulnérables, plus particulièrement les talibés, avec des espaces talibés-preneurs qu'on a eu à créer, donc pour les accompagner dans ce sens. Pour dire que nous devons travailler davantage sur l'accessibilité du numérique. C'est ça. Donc, essayer aussi d'aller dans les zones les plus reculées pour permettre à toutes les populations donc, de s'en servir en quelque sorte. Vous avez parfaitement raison. On ne discute plus de la pertinence ou de l'intérêt de la chose. C'est devenu une nécessité. Maintenant, quel préalable pour que tout le monde puisse véritablement avoir accès à ces outils-là? Mise à niveau. L'ordinateur. La connexion, et la connectivité, connectivité, tout ça, c'est véritablement des préalables. Des préalables à respecter. À remplir. L'université, entre-temps, a été fermée pendant un bon moment. On a obligé les étudiants à... Ça lui arrache déjà un petit sourire. Je le vois venir. Parce qu'il me voit venir. Nous, de Tivaouane, on ne peut pas nous faire le reproche d'être un peu en marge de toutes ces innovations. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu dis ça, rien n'a changé. 5 ans, nous n'avons pas la fibre. Rien n'a changé. Rien n'a changé, nous n'avons pas encore la fibre. On attend toujours, parce qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses zones blanches. Dans Dakar. Ça également, je ne cesserai jamais de faire ce plaidoyer. Mais comment se manifeste cet état de fait à Tivaouane? Vous avez vous ne pouvez pas accéder à certaines offres. À certains conforts, vous pouvez pas. Vous avez des données avec votre mobile. Voilà, mais est-ce qu'il y a le Wi-Fi non. Mais le Wi-Fi, non, classique par la fibre, ça ne marche pas. D'autant plus qu'elle est beaucoup plus accessible. Donc la fibre est moins chère. Alors pour Gourgoulou. Donc Gourgoulou rêverait d'avoir à Tivaouane-Peulh, voilà, la fibre, et pouvoir se connecter comme tous les autres Sénégalais et ne plus dépendre donc de la connexion par données mobiles. Parce que par données mobiles, ça coûte moins cher. Effectivement. Et je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Il y a l'ADSL, mais pas la fibre. Mais j'ai un voisin, lui, il travaille dans ça, il a été obligé de déménager. À cause de ça? À cause de ça. Moussa Fassad, donc j'en profite pour lui passer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont obligés d'avoir la connexion pour travailler. Il faut que la opérationnel, comme l'a dit notre invité, M. Wan, pour être opérationnel dans son travail, il faut donc la fibre. Malheureusement, ça n'a pas existé. Il était vraiment bien séduit par le cadre. Vous connaissez un peu les merveilles de Tivaouane-Peulh, surtout de la cité Kersala, mais comme la fibre n'existe pas, il a été obligé de
voilà, de se rapprocher de Guédiawaye, hein, voilà, pour pouvoir en bénéficier. Donc je pense que ça aussi, c'est des préalables à remplir pour que voilà, Internet, voilà, la connexion nous offre tous les avantages, en tout cas, voilà, déjà que l'on a fini de découvrir et de savoir. Et maintenant, par rapport au domaine de l'enseignement, bien sûr, il y a une certaine inéquité qui existait, mais que la connexion est en train de corriger. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec voilà, votre ordinateur, si vous êtes bien connecté, vous n'avez plus de raison pour voilà, peut-être évoquer pour vous absenter. Même si vous êtes à distance, vous pouvez toujours recevoir des cours de qualité et interagir avec donc, votre enseignant. Ma foi, c'est vraiment un raccourci formidable donc, vers le savoir. Et donc, il faudrait davantage l'élargir pour qu'il n'y ait plus de zones blanches dans notre pays. Et ça, c'est le travail de la RTP, hein, mais bien sûr avec un petit coup de pouce de Sénégal numérique. Oui, et les opérateurs aussi. Je parle de la RTP. C'est à la RTP de leur mettre la relation. Les opérateurs, des investissements nécessaires. Fabien, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, dans ce sens, c'est peut-être continuer de travailler, je pense extrêmement important, surtout par rapport à l'accessibilité. C'est ça. Aussi, les jeunes, ce sont les plus vulnérables, souffrent un peu dans ce sens. Tout à fait d'accord avec vous. L'accessibilité. Je voudrais saluer. Il y a une autre initiative également qui s'appelle École au Sénégal, qui permet justement, parce que tous les enfants, tous les étudiants, tous les élèves particulièrement, n'ont pas la possibilité d'avoir des répétiteurs à la maison. Mais avec ces plateformes-là, on peut étudier, on peut réviser. Et donc, c'est véritablement de formidables occasions pour les enfants aussi de pouvoir apprendre et surtout réviser. Et ceux qui vont vers des examens, je sais que beaucoup utilisent également cette plateforme-là. C'est comme on dit, hein, les potentialités du numérique sont sous-exploitées. Et je pense que actuellement, avec l'évolution technologique, l'enseignement ne pouvait pas rester en rade. Le docteur Wan l'a dit tout à l'heure, c'est la Covid peut-être qui a révélé un peu toutes ces potentialités-là, avec l'enseignement à distance qui s'est accentué et qui a touché, au-delà des universités, toutes les écoles privées, même primaires parfois et moyennes. Donc, ce qui est important avec ça, comme l'a dit Aline Badara, c'est aussi mettre en place les préalables. C'est ce que le programme de Smart Sénégal, le programme Smart Education, a voulu faire avec les universités, avec leur interconnexion, avec aussi le matériel d'enseignement à distance qui a été déployé, en tout cas dans 8 universités du Sénégal, leur permettant de faire des cours à distance aux étudiants durant la Covid. Et je pense que certaines universités, en tout cas, continuent toujours de les utiliser. Je ne parlerai pas de l'université virtuelle, l'ex-université virtuelle du Sénégal, qui s'appelle désormais l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et qui est spécialisée dans l'enseignement à distance. Tout à fait. Et donc, que Sénégal numérique aussi a accompagné avec l'installation des ZENO, des espaces numériques ouverts. Et donc, tout ça, ça permet de montrer que l'enseignement à distance a toujours été compris comme l'avenir de l'éducation. Mais donc, tout le monde ne l'avait pas compris tout de suite. Ça me rappelle qu'au début, lorsque le professeur Marie Théoniane, parce qu'on sait que le projet de l'université virtuelle du Sénégal, c'est lui, les gens n'avaient pas compris cela. On s'est dit, mais est-ce que c'est du réel? On est dans le virtuel. Est-ce que c'est du sérieux? Beaucoup de parents n'ont pas compris qu'on pouvait étudier à distance. Absolument, il y avait des appréhensions. Il est très audacieux, le professeur. Une référence qui avait une vision en ce sens. Il avait compris que l'avenir de l'enseignement passerait fondamentalement par le numérique. Mais nous avions l'habitude de dire qu'après le bac, l'étudiant de première année jusqu'à la licence 3 avait besoin du contact avec l'enseignant. C'est très important, surtout dans des matières où il y avait une certaine technicité. Alors, il fallait relever ce défi-là. Quasiment l'une des dernières universités au Sénégal a fini par devenir la deuxième grande université du Sénégal et qui risque d'ici quelques années de peut-être dépasser l'université de Dakar. Alors, ça a été une appréhension qui avait été, dans un premier temps, appréciée avec une certaine réticence et finalement, on s'est rendu compte de l'évidence. Alors, face à cet impératif-là, il y a deux défis à relever, deux défis majeurs, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est la couverture. Au-delà de la couverture, l'accessibilité. Parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'idée ou l'intérêt de solliciter les opérateurs, parce que finalement, Internet, au-delà, en dehors de l'Afrique,
ne coûte absolument rien. La connectivité doit être à portée de main. C'est un des objectifs majeurs de tout État moderne qui voudrait, d'autant plus avec aujourd'hui, n'est-ce pas, l'encouragement à un travail en distanciel avec le télétravail. C'est ça. On se rend compte aujourd'hui. On termine, Hassan? Oui, on termine juste avec, puisqu'on parle de la digitalisation, d'un exemple de digitalisation d'une mairie, celle de Kaolack, où en tout cas la digitalisation est en train de prendre des proportions assez intéressantes. Donc je vous propose de suivre ce reportage de Claire Diop sur la digitalisation à l'état civil de Kaolack. À l'entrée de la mairie, du personnel est prépositionné avec comme mission l'accueil et l'orientation des usagers selon les besoins. Au niveau du service d'état civil, ce matin-là, du monde venu pour des préoccupations diverses. Ici, tout est mis en œuvre pour permettre aux populations de disposer plus facilement de pièces administratives, séances tenantes en moins de 5 minutes. Une situation bien différente de celle d'avant au vu du taux d'enregistrement qui a fortement augmenté. Du point de vue fréquentation, les gens viennent. Le plus souvent, on voyait des gens, des agents d'affaires qui rôdaient autour parce que les gens avaient vraiment marre de venir ici faire des va-et-vient, et ce qui n'existe plus maintenant. La séance tenante, on vous fait la signature dès que vous déposez. Et si c'est dans la base de données, tout de suite on vous remet votre imprimé, vous allez acheter la vignette et tout de suite on vous signe le document. S'il y a un peu de retard, c'est au niveau de l'archive, parce que les 2 centres secondaires ne sont pas encore informatisés. C'est ce qui cause parfois quelques désagréments. À ce niveau, le processus de digitalisation est en cours. Autre cas de figure, les usagers hors de Kaolack et même à l'étranger. Un service en ligne est mis en place avec une plateforme qui permet de satisfaire le demandeur. Si vous ne voulez pas venir et que vous êtes peut-être dans la diaspora ou partout dans le monde, vous entrez dans la plateforme, vous faites votre commande et séance tenante, on vous fournit le document via un scanner et sur place vous pouvez l'attirer, et tout ça en moins de 5 minutes, et le prix c'est pas trop cher, moins de 2000 francs. La démarche est fortement saluée par les usagers. Ces derniers se voient délivrer leur acte en toute sécurité. Aujourd'hui, je trouve que la procédure, vraiment, ça s'est bien passé. Parce que depuis que je suis passé ici, il n'y a pas de désordre. Tout est bien passé, vraiment. Vraiment, c'est très rapide, un gain de temps considérable. Je n'ai pas du tout duré ici. Je suis venue chercher un extrait de naissance et on s'est bien occupé de moi. Moins de 3 mois, extrait. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'état civil, un projet de construction d'un bâtiment entièrement dédié. Nous sommes à l'étape de finition, les portes, peut-être la peinture et tout. Et je crois que dans 1 ou 2 mois, nous allons rejoindre ce bâtiment-là qui sera dédié à l'état civil entièrement. Et seuls les services d'état civil et l'archive et tout ça va être intégré dans ce bâtiment-là. Toujours dans un souci d'efficacité, il est prévu l'installation de bureaux d'état civil dans 6 quartiers de la commune: Medina Baye, Abattoir Ndangan, Ngan, Ndorong, Boustan et Kabatoki. Beaucoup d'efforts sont consentis par la mairie de Kaolack pour mieux satisfaire les usagers et les placer 3e par le PACASEN, le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, sur les 9 domaines de compétences que de performances notées sur les principes qui interviennent dans ce classement. Allez, bravo à la commune de Kaolack. Un bel exemple. Premier. Il faut suivre. Voilà. Les autres suivent également. C'est l'exemple. Et le secret, c'est la digitalisation. Une commune qui est sur la route de Tivaouane-Peulh, là. Un peu dans la région capitale. Hein? Dans la région capitale, un peu vers Pikine. Vous nous laissez deviner, c'est ça? À côté de Keur Massar aussi. À côté de Keur Massar. Ils se prennent pour les rivaux des Pikinois. Donc c'est coincé entre Keur Massar, Pikine. Hein? Et ça donne sur l'océan.
sur la mer. Et ça commence par G. Voilà, et le maire est un célèbre chroniqueur aussi. Donc des efforts, dis pas plus, hein. Des efforts à faire, bien évidemment. Qui a 5 communes, dont l'un des maires est très connu ici. Voilà. 7h10. Occupé par le grand réalisateur. 7h10. On passe à la première partie de la rubrique invité. On va souhaiter une excellente journée à tous les Kaolakois qui nous regardent, et particulièrement à Claire Diop, bien évidemment à toutes les équipes de la RTS sur place. Rubrique invité, juste après ceci. Messieurs, je ne sais pas si c'est une devinette ou une charade dans tous les cas. On n'a pas donné la réponse. Elle est assez simple. Elle est assez simple. On démarre justement avec Sadouane, qui est docteur en droit privé, et il nous vient de l'université Alioune Diop de Bambey, c'est ça? Voilà, donc honneur à l'université, surtout à l'université Alioune Diop de Bambey, qui mérite notre accompagnement, parce que voilà une jeune université qui, même si quand même elle vient de boucler ses 10 ans, si je ne me trompe pas, oui, un peu plus. Un peu plus, voilà, reste encore assez jeune comparé à ses devancières comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien donc l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais quand même, voilà, mine de rien, c'est une université qui poursuit son petit bonhomme de chemin, qui se développe, qui grandit et qui fait preuve aussi de pas mal d'initiatives, d'esprit d'initiative, parce qu'on le voit avec ce colloque qui aura lieu demain, qui se tiendra sur 2 jours. Alors, un colloque que porte le département ingénierie juridique. Je pense que dans l'architecture un peu institutionnelle de nos grandes universités, ça a été une trouvaille fort originale, parce que pour moi déjà ça a été vraiment une petite découverte. Mais avant de parler un peu de l'ingénierie juridique, à quoi elle renvoie, parlons d'abord de ce thème, une autre découverte aussi. Alors la Summa Divisio, c'est comme ça que vous l'avez bien intitulé. Ça renvoie à quoi, la Summa Divisio, dans l'arsenal juridique? Merci beaucoup, M. Khan. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous donnez cette opportunité de revenir sur une notion fondamentale que les étudiants de droit côtoient à partir de la première année, la Summa Divisio, qui n'est rien d'autre que la subdivision fondamentale dans la classification du droit. On sait tout de suite que quand vous allez dans les facultés, vous êtes soit privatiste ou publiciste. Donc le droit a été catégorisé en 2 grandes familles, le droit public et le droit privé. Et cette Summa Divisio, elle constitue la colonne vertébrale de tout le cursus, de toutes les règles qui régissent la société en général. Parce que le droit public, c'est l'ensemble des règles, n'est-ce pas, qui régissent les rapports entre l'État, ses démembrements, ses institutions et ses agents. Et le droit privé, c'est le droit qui régit les rapports entre les personnes, donc les particuliers, que ce soit personne physique ou personne morale. Alors, cette subdivision s'est imposée et a fait l'objet, n'est-ce pas, d'une catégorisation qui véritablement a été partagée par toutes les facultés. L'évolution de la société faisant qu'il y a des disciplines qui sont transversales, à cheval. Parfois, qu'on ne peut pas classer en droit public ou en droit privé. Donc, cette transversalité aujourd'hui, avec l'émergence de beaucoup de disciplines, nous aurons l'occasion de y revenir, font aujourd'hui douter de la pertinence de cette classification-là. Est-ce qu'on est en train d'assister à un déclin de la division fondamentale du droit, où partout où vous allez dans le monde, on vous dit droit public, droit privé. Les praticiens du droit et les universitaires, alors, voudraient organiser cette rencontre de 3 jours de haut niveau d'échange intellectuel où véritablement nous recevons des intervenants qui viennent dans la sous-région, dans plus de 8 pays, avec toutes les grandes sommités du droit au Sénégal, n'est-ce pas, se retrouver en conclave à l'université de Alioune Diop de Bambey pour un petit peu titiller cette question, la retourner dans tous ses sens, voir effectivement est-ce que la subdivision droit public, droit privé a été dépassée ou est-ce qu'il va falloir aujourd'hui rester sur le classique ou véritablement, n'est-ce pas, voir est-ce qu'il y a une convergence ou une relativité de cette subdivision. Donc pour comprendre tout cela, il faut finalement faire preuve d'ingéniosité, d'où le terme peut-être ingénierie juridique. Oui, donc le droit, il se
nourrit de subtilité, de nuances et d'ingéniosité, effectivement. La fameuse nuance. Oui, il faut ça toujours nous a fait être... tellement tort, hein, causé tellement tort au Sénégal durant ces années passées. Je pense qu'également, c'est une porte ouverte à pas mal de dérives. C'est ce qui fait le charme. Si on n'est pas animé de bonne foi aussi, ça fait le charme du droit. On peut prétendre tout interpréter. Alors que les textes sont clairs. Ça, également, c'est ce que l'on vous a reproché. Les textes sont clairs, mais ils sont sujets à interprétation, c'est ça? Absolument. C'est toute la subtilité, finalement. Mais au-delà du charme du droit, parce qu'il va falloir... Oui, mais c'est-à-dire que sur une seule notion, vous voyez des enseignants qui ont des formations, qui ont fait quasiment le tour du monde, et qui ont une perception différente d'un terme. Alors, et cela est objectivement encadré par une certaine science, le droit c'est de la science, mais qui ne doit pas aboutir à de la manipulation. Voilà. Alors, et heureusement que nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas, encadré par une certaine liberté de défendre son point de vue. Et ce n'est pas très grave si parfois, dans le domaine du droit, vous vous trompez. Vous avez le droit de vous tromper. D'autant plus que, même, je prends une parenthèse, les magistrats peuvent se tromper. Ils rendent une décision en première instance qui fait l'objet d'appel. N'est-ce pas? On peut aller jusqu'à la Cour suprême, cassation, on revient au niveau d'une autre cour d'appel et les magistrats. Donc, cela participe un petit peu à la diversité de points de vue, mais tout cela va dans le sens de bien faire. Et les lois sont faites pour les hommes. Les lois sont appelées à s'adapter, à être toilettées, amélioré en fonction des besoins, puisque ce qui était admis avant-hier peut être interdit demain. Ce qui était interdit il y a quelques années peut rentrer aujourd'hui dans nos habitudes et être intégré, n'est-ce pas, d'ici quelques années. Donc ce qui fait que le droit, il est mouvant, le droit, il est évolutif, et c'est cette évolution, effectivement, qui a permis aujourd'hui de remettre en cause l'intérêt de cette subdivision. Je prends l'exemple des partenariats publics-privés, les PPP. Alors, et l'État aujourd'hui se comporte comme une personne privée. Alors qu'au départ, on disait pouvoir exorbitant de droit commun, souveraineté de l'État, puissance publique. Cette puissance publique, vous prenez l'État dans le partenariat public-privé, il va contracter avec des personnes que l'on appelle les investisseurs. Et ces investisseurs, aujourd'hui, poussent certains États à véritablement respecter la loi au même titre, n'est-ce pas, que les simples particuliers. Ce n'est plus à l'ordre du jour où l'État dira « je suis un État souverain ». Voilà, donc je n'ai pas de leçon à recevoir qui que ce soit. Mais avec ce glissement et l'évolution du droit, l'État est obligé de se comporter comme un simple particulier au même titre que nous-mêmes. Ok, donc c'est ce glissement qui explique ce changement de terminologie, d'où l'ingénierie juridique. Ah ouais, l'ingénierie juridique a été une innovation, une nouveauté dans l'appellation très audacieuse de notre UFR. Alors, cela a permis, au même titre que vous, à certains universitaires de dire, mais pourquoi vous ne restez pas dans le classique faculté UFR? Nous sommes une UFR, mais on ne crée pas, puisque le droit, il ne doit pas être appris, restitué mécaniquement. Donc nous, on voudrait donc, que des auditeurs et des étudiants qui comprennent le droit. Donc pas apprendre le droit mécaniquement et pouvoir être en mesure de restituer toutes les dispositions, les articles sans pour autant en comprendre sa substance. Il faut saisir le droit et en pouvoir faire, n'est-ce pas, un objet utile pour toute la société au même titre que les autres branches très techniques. Ok, alors on ne va pas faire le procès des juristes, hein, mais bon, on se fait le devoir de relayer sur ce plateau quand même les attentes des Sénégalais, hein, parce que quand vous étiez vraiment sur la sellette ces dernières années, avec toutes ces fameuses décisions rendues, hein, au nom du droit, et des décisions vraiment apolémiques, je dirais. Alors vous, en tant que praticien du droit, que vous inspire cette demande forte des Sénégalais de réhabiliter le droit? Est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de la réhabiliter? Alors, il y a lieu de... Bien, le terme ne vous choquerait-il pas? Un petit peu, il faut dire, comme tout à l'heure on parlait de nuancer, il faut dire le droit. Donc il faut dire le droit dans ces termes. Et dire le droit avec toute la subtilité et les nuances, alors qui fait que c'est un langage ésotérique qui parfois échappe aux novices. Et quand les justiciables, la société est en attente d'une réponse ponctuelle, le droit, il a la justice en général, elle a son temps, elle prend son temps, et elle apprécie en fonction de faisceaux d'indices et d'éléments que peut-être le Sénégalais lambda n'a pas. Et parfois, quand il attend la décision, il pense que c'est celle-ci qui s'impose à tout le monde. Alors que véritablement, il y a lieu de retenir que les juges, ou sinon le droit en question, n'est que
n'est-ce pas, le répondant ou sinon un ensemble de règles qui sont en phase avec les attentes d'une société. Mais le droit, c'est le bon sens. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as piqué le mot, parce que c'est le bon sens aussi, finalement. Devant certaines décisions, on est tous étonnés. Parce que c'est une question de bon sens. C'est un idéal. Comment peut-on prendre une telle décision alors que les faisceaux d'indices, comme vous dites, indiquent tout à fait le contraire. Le bon sens. Alors, le droit est un idéal. On va nous faire un cours de droit sur le bon sens. C'est un idéal de justice. Le droit n'est rien d'autre qu'équité. Et parfois, et le juge que vous dites question de bon sens, il rend la décision en fonction de son intime conviction. Alors, et ce bon sens-là, aujourd'hui, qui est attendu par la population, peut ne pas correspondre à la lecture objective de la règle telle qu'elle a été transcrite dans cette société-là. Alors, et ce qui est attendu peut-être plus tard, ce sera, n'est-ce pas, la rigueur de cette loi-là, et que tout le monde puisse s'en approprier, d'autant plus que maintenant, voilà, nous avons tous 17 millions de Sénégalais qui sont des juristes, et c'est pourquoi, très légitimement, vous attendez à ce que le bon sens puisse primer. Mais c'est très important dans un état de droit de laisser les institutions s'exprimer, et au final, on s'est rendu compte qu'au terme, alors, tout ce qui est attendu a été dit dans les meilleures conditions, et ce qui nous permet d'être satisfaits. Mais si le président de la République nouvellement élu lui-même parle du droit comme l'un de ses chantiers, de la réforme de la justice comme l'un de ses chantiers prioritaires, certainement, il y a des choses à revoir. Alors, quel serait selon vous, l'expert voilà, juridique, juriste sur ce plateau, peut-être ces points-là à retoucher pour que la justice puisse vraiment correspondre aux attentes du peuple sénégalais? Si vous avez, par exemple, des conseils à donner, là, à nos autorités, alors, il y a sans aucune prétention. Ah oui, absolument. Donc, on ne peut pas être exhaustif. Donc, il y a 3 pouvoirs. Donc, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui imbrique énormément d'organes et d'institutions. Donc, vouloir un chantier, vous voyez très bien qu'il est grandiose. Ce chantier-là, il nécessite pour la pertinence de sa réforme une vision d'ensemble. Donc on ne peut pas se lever un petit matin, vouloir retoucher, parce que le fait d'empiler les règles crée ce que l'on appelle une inflation, n'est-ce pas, législative. Le fait de vouloir, sur un coup de tête, toucher une règle permet de perturber le système en lui-même. Donc c'est pourquoi il va falloir se retrouver et avec toute la lisibilité et la sérénité d'esprit de pouvoir construire. Et toutes les grandes démocraties construisent. Et cette construction, elle est continue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous attendons effectivement l'évolution de ce droit-là. C'est pourquoi il a parlé des assises donc, de la justice. Alors, revenons à ce colloque qui est le prétexte de votre venue sur ce plateau. Quelles en sont les grandes thématiques et puis également, en termes de panel, le niveau de ce panel, qui en seront les panélistes vraiment phares? Les panélistes phares, moi j'insisterai un petit peu sur, et je vous convierai à venir couvrir, je sais que vos correspondants de l'autre côté le feront. Alors, la cérémonie d'ouverture où il est attendu des sommités et que la leçon inaugurale sera tenue par l'éminent, le grand professeur Abdallah Sissé, qui était le premier recteur de l'université de Bambey. On a voulu lui faire honneur de venir parler d'une notion qu'il maîtrise, d'autant plus que c'est une référence au-delà du Sénégal, en Afrique et dans le monde. Alors, et tous les grands professeurs, nos grands maîtres, ils seront de la partie. Ils ont laissé leur agenda venir, rester à Bambey, accompagner cette institution pour la vulgarisation du droit et la pertinence de cette thématique-là, à encourager les universitaires africains à nous soumettre des propositions. On en a reçu plus de 80 et quelques. Donc c'était une très grande ambition, c'était très audacieux et c'est une première que nous voulons réussir avec votre accompagnement dans ce sens. Merci beaucoup, professeur. J'allais placer une dernière question, mais bon, ça m'a taraudé tellement l'esprit, mais bon, grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'a plus vraiment le temps, véritablement. Il est déjà 7h24. Si ça passe en 1 minute, oui. Non, sur les qualités à avoir pour être un bon juriste, un bon étudiant. Est-ce que vous pourriez nous résumer ça en 10 secondes? Parce qu'à 25, il faut qu'on mémorisation, passe à autre chose. Non, mais ça, c'est ce qui a fait que je n'ai pas opté pour le droit, moi. 2 principales capacités. Lesquelles, les 2 principales? Rédactionnelles et dans l'expression orale. Le juriste, il doit avoir ces qualités-là. Les 2 qualités à obtenir. Absolument. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci.
Voici maintenant le clip du jour. On vous retrouve, il vous connaît probablement. Alamine Sissé nous regarde également. Merci de votre fidélité. Bonne journée à Ismaël Thiam, à Faloutine qui nous suit également, à Soda Dramé au rendez-vous. Et puis à Babacar Sen qui trouve évidemment que vos interventions sont très pertinentes. Professeur, dit-il, merci de nous choisir ce matin. Bonne journée également à Madame Linda Gagnassi qui nous regarde en ce moment. Je vous l'ai dit, dans un petit moment, Khady s'installe en plateau pour la chronique littérature et Falignan répondra également à nos questions dans cette deuxième partie. On va en profiter pour remercier encore une fois Sadouane et se donner rendez-vous, docteur, demain à l'université Alioune Diop de Bambey. C'est ça, tout à fait. À quelle heure devons-nous être sur place? Dès 9h. À partir de 9h. C'est ça. C'est faisable. À 9h précise, bien évidemment. Merci d'être passé sur ce plateau. Voici le bulletin d'info. À tout de suite. L'Europe multilatérale consolide ainsi ses relations avec le Sénégal en accueillant le président du l'énergie, l'agriculture, la santé, le transport, la dynamique novatrice que nous voulons imprimer à nos relations. Les amis et partenaires du Sénégal sont invités à nous accompagner dans la réalisation de notre programme pour un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère dans une Afrique en progrès. J'ai également évoqué avec le président Michel nos priorités qui s'articulent autour d'un modèle économique endogène d'industrialisation avec comme rampe de lancement le secteur primaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, mais aussi le renforcement des infrastructures économiques telles que les chemins de fer, l'électricité,
Je ne m'ai pas suivi. On avance donc. Fallounian répond à nos questions maintenant. Président fondateur de Génération Salih, c'est bien ça. Et manager général des Khidma Center. Voilà. Merci d'être avec nous sur le plateau. Ça renvoie au travail. Hein, oui, travail et don de soi. Et voilà, travail et don de soi. Voilà, ça cadre bien avec la philosophie mouride. Hein. Effectivement. Tout à fait. Voilà, qu'incarné feu Serigne Salih Mbacké. Je ne sais pas si c'est à lui que vous avez dédié. Oui, c'est ça. Ah, oui, on s'est inspiré de son modèle pour mettre en place l'organisation Génération Salih. Donc la vocation, le cœur de métier, si je peux le dire ainsi, de Génération Salih, c'est vraiment le culte du travail, l'encadrement. Effectivement. Quand on sait que votre référence, hein, oui, c'est ça. Quelqu'un qui se dévoue beaucoup pour son prochain, surtout pour les tout-petits. Effectivement. Il a beaucoup fait pour ces petits-là dont vous parlez, avec ses daras, Khelkom. Donc je pense que Serigne Saliou a vécu, on peut dire, donc pour la jeunesse en quelque sorte, dans sa globalité, avec un travail extraordinaire qu'elle a eu à effectuer. C'est la raison pour laquelle nous nous inspirons de son modèle avec Khelkom pour la mise en place de cette organisation. Donc c'est donc à travers cette organisation que vous essayez donc de marcher sur ses pas, la Génération Salih. Mais en termes d'actes posés, vous avez parlé d'actes donc forts de feu Serigne Salih Mbacké, les fameux champs de Khelkom. Oui, effectivement. C'est nombreux daras à travers le territoire national qui ont permis de former plus d'un ici au Sénégal. Et on doit aujourd'hui quand même certaines réussites à cela, à ces anciens pensionnaires des daras de Serigne Salih Mbacké. Donc aujourd'hui, vous, en vous basant sur ce legs-là, en faisant de Serigne Salih votre source d'inspiration, qu'est-ce que vous avez pu mettre sur pied à travers Génération Salih? Effectivement, Serigne Saliou disait nañ ko jox donga yi ngir mu jàngal leen yar leen liggéeyloo leen. C'est ça. C'est ça, nous sommes inspirés de ces termes-là. Donc et là, ça peut faire allusion à la définition de la compétence en quelque sorte. Donc quand on définit la compétence, on peut faire appel au savoir, au savoir-faire et le savoir-être. Donc qui est la définition exacte donc de yar leen, jàngal leen, yar leen, liggéeyloo leen. Et donc pour cela, Génération Salih a essayé de tracer un parcours d'insertion pour les talibés en s'inspirant de ces mots-là. Donc le talibé est là pour apprendre peut-être le Coran et peut-être subir une éducation religieuse. Et ce qui lui manque peut-être c'est le développement de compétences pour qu'elle soit opérationnelle. Et nous en tant que talibé, moi je suis même un ancien talibé, donc de Dar Touba Ndigal. Et je me suis en même temps inspiré aussi de mon parcours donc, pour mettre en place ce dispositif pour un peu accompagner l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes-là. Oui, c'est un peu ça l'idée de Génération Salih dans sa globalité. Et parallèlement, on a pensé mettre en place des projets et programmes donc, pour mieux accompagner ces jeunes. Et aller au-delà des talibés pour parler des couches vulnérables dans sa globalité, parce qu'il y a la demande peut-être qui est là. Oui. Et c'est vous qui allez justement chercher ces jeunes ou c'est eux qui se rapprochent de vous? Comment vous faites les recrutements? Dans un premier temps, nous nous sommes organisés en cellules dans les localités, dans les régions du Sénégal. Dans les 14 régions? Oui, effectivement, avec des points focaux qu'on a eu à mettre en place, donc, qui vont se charger de la question en quelque sorte. Et parallèlement, on a les Khidma Center dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des centres d'inclusion sociale. Et on en voit un ici. Effectivement, là c'est à Olen Center, où les talibés sont en train d'être formés sur le câblage fibre optique. Donc pour parler aussi des choses qu'on a à réaliser. Et dans ces Khidma, c'est ça, on accompagne le talibé à développer les compétences de base tout d'abord. La lecture, un peu de développement personnel, ainsi de suite, pour ensuite les accompagner par rapport à un métier. Donc, ce qui nous paraît extrêmement important. Donc, après cela aussi, nous les accompagnons pour ceux qui optent pour l'emploi salarié. Donc, il y a un dispositif mis en place, de même qu'aussi pour ceux qui opteront pour l'auto-emploi avec l'entrepreneuriat. C'est un système d'internat Oui, c'est le Khidma à travers une approche territoriale, parce que nous essayons de nous adapter par rapport aux réalités territoriales en quelque sorte. À Dakar, le Khidma, ça est plus orienté formation professionnelle et accompagnement à l'insertion. À Louga, le Khidma, c'est un hub en quelque sorte, donc qui essaie de faire la promotion de l'entrepreneuriat et l'inclusion. Parce qu'à Louga, déjà, il y a des centres avec qui nous collaborons. Il y a le CFAM, le CFP, dont je suis même le responsable de cellule d'appui à l'insertion. Et par rapport à cela aussi, on essaie de
faire le maximum possible. Okay. Donc, ça. Dans chaque zone d'intervention, vous mettez l'accent sur les réalités du terrain, sur les attentes, les besoins immédiats des populations. C'est ça, exactement. Oui, c'est comme ça que vous calquez donc vos différents modèles Effectivement, avec les politiques publiques territoriaux. Donc, nous essayons de nous adapter par rapport à cela. Oui, avec ces questions. Oui, effectivement. J'imagine que c'est un projet très coûteux. Alors, comment vous faites par rapport au fonds? Oui, parallèlement, on a mis en place un fonds d'impact social, un fonds d'investissement à impact social, en partenariat avec les bailleurs, avec l'État en même temps, parce qu'il y a le 3FPT qui se positionne, et d'autres bailleurs aussi. On fait appel aussi à des dons aussi, par rapport à tous les Sénégalais, tous donateurs, donc, qui peuvent accompagner. Donc, c'est ces ressources-là qui fait fonctionner ce fonds-là en quelque sorte, et qui s'est déjà structuré avec un comité d'investissement et un comité de surveillance qui est couvert par un conseil d'administration. Donc, c'est comme ça que nous nous organisons pour ce fonds d'impact social. Une formidable réponse contre l'exclusion scolaire. Effectivement. Quand il explique, c'est une seconde chance. Quand il expliquait, je me suis dit que c'est une sorte de Dara ultra moderne. Effectivement, avec le programme Talibé en métier, on parle d'art moderne. Le Khidma, c'est un peu ça. Et on accompagne aussi certaines Dara avec des unités mobiles de formation. Oui. Il y a déjà le dispositif sur place. On est là pour compléter en apportant des formations techniques complémentaires en quelque sorte, pour que le talibé soit opérationnel après sa sortie. Donc c'est un peu ça le dispositif. Donc le programme Un talibé au métier aussi, qui vise à accompagner 2000 talibés. Et là, on est avec le 3FPT qui a déjà versé plus de 300 millions. Donc, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Avec aussi la DER, au rythme. Nous accompagnons les talibés à réaliser leurs projets. On les appelle les talibés preneurs. Oui, c'est ça. Et après, on verse ces projets-là au niveau de la DER. Déjà, le montant global, c'est 445 millions à peu près, après les réalisations de projets. Et la DER est aussi sur le point de les financer. Il y en a certaines même qui ont déjà reçu leur financement et ont débuté leurs activités entrepreneuriales. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez les témoignages. Ça, c'est du concret. Vraiment, nous sommes... que vous proposez? Oui, je parle d'approche territoriale parce qu'il y a, par rapport à chaque terroir, il y a les spécificités en termes de métiers. Par exemple, à Louga, nous essayons de prôner tout ce qui est agriculture, élevage, et ainsi de suite. À Dakar, les métiers de l'automobile, les métiers du numérique. À Touba, et ainsi de suite. Jusqu'à Oudoukara, parce que nous comptons nous implanter à Oudoukara. Oui, à Sédhiou. On est en convention avec le maire Moudou Cissé, donc pour la mise en place d'un Khidma Center. Et dans les Khidma, ce qui est important aussi, c'est que nous nous occupons de ces questions sociales, en quelque sorte, psychologiques, ce qui me paraît extrêmement important pour accompagner les couches vulnérables. Avec des écoles que nous appelons écoles sociales et inclusives, donc dans le dispositif où le talibé est accompagné socialement et accompagné psychologiquement, et ainsi de suite. Donc, pour vous parler de... Une dernière question très rapidement. Oui. Aujourd'hui, il y a combien de Khidma Center fonctionnels? Fonctionnels 4. Oui, et nous comptons... Dakar, Louga et Dakar. Oui, Louga. Et il y a des projets de Khidma aussi dans le Kaolack, donc, que nous comptons mettre en place, et dans 3 autres d'ici 2 ans, Inch'Allah, et pourquoi pas d'ici quelques années, couvrir tout le Sénégal. Et dans chaque Khidma, il y a combien d'élèves? À Dakar, il y a 53 talibés qui, mais nous marchons aussi, nous fonctionnons par rapport à des projets et programmes. Il y a des corps. Ah oui, d'accord, il y a des corps, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Par exemple, à Louga, on a ces 2 ans des cortes de 90 accompagnées par la GIZ et d'autres partenaires dans ce dispositif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des exemples de talibés agripreneurs? Oui, effectivement. Talibé preneur, voilà, exactement. Je vous ai envoyé des vidéos, témoignages dans ce sens. Qui ont reçu, effectivement, qui se sont installés, qui gèrent leur entreprise. Et nous, on est là avec le Khidma qui est là pour toujours poursuivre l'accompagnement. On a déjà des résultats dans ce sens. Et sur les 2000, il y a 1114 déjà accompagnés en insertion.
Très bien. Et là, j'aimerais que tous les Sénégalais aussi le comprennent. Donc, pour apporter aussi, si possible, le plus, parce qu'on a énormément de choses à leur partager par rapport à notre approche. Oui, c'est ça. Quoi. Bravo. Avant de quitter le plateau, vous nous donnerez vos contacts précis, votre adresse, parce que je sais que le sujet va forcément être... Bravo, vraiment, pour cet engagement, finalement, on peut l'appeler engagement communautaire, c'est ça, au service de la communauté. Merci. La littérature maintenant. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'écriture et du droit d'auteur. Et donc, Khady, dans la chronique littérature, nous parle de Maryse Condé, une plume qui nous a quittés récemment, mais qui reste à jamais dans les cœurs. Et justement, Le cœur à rire et à pleurer de Maryse Condé, c'est l'ouvrage que tu nous présentes ce matin. D'abord, on revient sur la présentation de l'auteur. Voilà, alors Maryse Condé, elle s'est imposée comme l'une des plus grandes romancières contemporaines. Maryse Liliane Apolline Boucoulon. Elle est née le 11 février 1934, un mardi gras d'ailleurs, et ça laisse présager le meilleur. Elle est née en Guadeloupe, dans une famille bourgeoise, noire, de 8 enfants, dont elle est la Benjamine. Elle est décédée ce 2 avril. Elle tient le nom Condé, donc de son ex-mari Mamadou Condé, guinéen. Alors, titulaire d'un doctorat en littérature à l'université de la Sorbonne Nouvelle, Maryse Condé a enseigné dans l'université française et dans de nombreuses universités américaines des années 1970 à 2005. De 1995 à 2005, elle était professeure à l'université Columbia où elle présidait le département d'études francophones. À ce titre, en 2002, elle invite l'écrivain Édouard Glissant à participer au colloque Paris-New York, capitale de la diaspora africaine. Elle était journaliste culturelle à la BBC et à Radio France Internationale. Écrivaine prolifique, elle est l'auteur d'une importante œuvre de renommée mondiale. Elle est surtout connue pour Ségou, roman historique en 2 tomes à travers le destin de 3 frères, retrace la chute du royaume Bambara de Ségou et dont l'apparition intervient dans le contexte de l'effet Racine du célèbre roman d'Alex Allais. Elle était également connue pour son roman « Moi, Tutuba Sorcière, un récit d'esclaves ». Maryse Condé a séjourné en Guinée, au Ghana, au Sénégal, où elle était affectée précisément au lycée Gaston Berger de Kaolack, renommé lycée Valdiodio Ndiaye en 1984, dans le Sine Salon, où elle rencontra son mari britannique, professeur d'anglais Richard Philcox. Elle a travaillé chez Présence africaine, la revue et la maison d'édition panafricaine fondée par Aliou Diop en France, l'un des rares auteurs français qu'elle cite en dehors de Jean-Paul Sartre, et épisodiquement André Malraux, dont le roman Le Sagouin, qu'elle a lu adolescente, a particulièrement retenu son attention. Elle a obtenu plusieurs distinctions, notamment en 2018, nouveau prix académique de littérature en 1987, Grand prix littéraire de la femme. Elle était également membre honoraire de l'Académie des lettres du Québec en 1998, officière de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre national du mérite, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres. Elle a reçu également de nombreux hommages. Depuis 2001, son nom est associé à un prix, le prix littéraire Fête Cannes Maryse Condé. En mars 2021, une rue à son nom est inaugurée à Pierrefitte-sur-Seine. Le 20 janvier 2023, la ville de Sarcelles inaugure le lycée Maryse Condé, ancien lycée de la Tourelle. Voilà. C'est ce que j'appellerais une vie bien remplie, auréolée de gloire finalement. Alors l'œuvre que tu nous présentes ce matin, Khady. Voilà, c'est une œuvre autobiographique. Elle raconte l'état de basculement d'une jeune fille modèle en une jeune femme modèle. Elle raconte les souvenirs de son enfance. Elle a écrit lorsqu'elle avait la soixantaine, ce livre-là, il l'a écrit. Elle nous explique qu'elle était une enfant outrageusement gâtée, fière de ses prouesses scolaires, mais insatisfaite donc de sa physionomie. Rire, mais également
pleurer car les occasions de s'émouvoir se multiplient, que ce soit l'éloignement et la maladie de son grand frère adoré ou le déclin physique de ses parents incompris. Il y a ce passage quand même superbe et tragique à Paris. Des serveurs surpris de voir ses parents très élégants et instruits s'ahurit et dit « Mais qu'est-ce que vous parlez bien le français ?» Mais dommage, Maryse était navrée et désespérée de voir ses parents répondre en silence. Pourtant, nous sommes aussi français qu'eux. Pourquoi? Elle se demande alors pourquoi ses parents enviaient-ils ces Français-là alors qu'ils ne les arrivaient pas à la cheville. Donc c'est un sentiment de culpabilité et d'aliénation. Voilà contre qui Maryse Condé se bat. Le cœur à rire et à pleurer. Monsieur Maryse Condé? Mais moi, je découvre une vie remplie, la personnalité. Oui, une vie remplie et très bien résumée d'ailleurs par Khady. Donc, très lié au Sénégal. Ouais, très lié à l'Afrique, hein, parce que voilà, c'est ce genre de personnalités qui sont françaises et qui sont toujours dans les territoires d'outre-mer françaises et qui ont un attachement particulier avec l'Afrique. En général, elles se donnent à fond. Elles se donnent vraiment, vraiment à fond. J'ai d'autres exemples à la tête. Ici, même au Sénégal, on en a qui sont venus et qui ne sont plus repartis. Qui sont restés. C'est la terre. Voilà, et ça m'a fait rappeler ce genre de personnalité. Je crois que c'est un peu ce qu'elle devait ressentir. Mais bon, on sait que les ressortissants quand même de la Guadeloupe sont souvent beaucoup plus attachés donc, à l'Afrique mère, au continent, que les autres peut-être ressortissants d'outre-mer, de nationalité française. Je ne sais pas ce qu'ils expliquent. Peut-être que voilà. C'est leur façon de comprendre. Ils ont su préserver peut-être leur authenticité, même s'ils ont été déportés comme les autres. Parfois, exactement. Voilà, les interprétations qu'il y a eu font que certains ont du mal à accepter la vérité. Cette vérité, c'est qu'ils viennent tous d'ici. Quand vous prenez Lilian Thuram, aujourd'hui, pour l'accepter. L'un des plus grands défenseurs de la cause noire, il est de la Guadeloupe, et il s'inscrit quand même dans cette longue tradition de ressortissants de cette île-là, qui font tout pour la promouvoir, la race noire, pour parler véritablement de son apport à l'humanité. Et je pense que voilà, elle n'a pas fait moins que ses devanciers ou devancières. Et voilà, elle a été profondément enracinée, même en étant petite fille d'esclave. Voilà, c'est ce qu'il faudrait véritablement retenir de son parcours. Allez lire Le cœur à rire et à pleurer de Maryse Condé, suggestion de Khady en cette journée mondiale du droit d'auteur et de l'écriture et du droit d'auteur. Définition maintenant, très rapidement. Qu'est-ce qu'un luthier? Un luthier, c'est un artisan qui fabrique et entretient donc, des instruments de musique à cordes. Le luthier répare donc, les guitares, les contrebasses et les violons. Oui. Voilà, donc c'est un artisan qui fabrique et entretient, voilà, comme je l'ai dit, des instruments de musique à cordes. C'est ça. Les guitares et autres. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un amphigourique? Amphigourique, donc c'est compliqué et confus. Amphigourique, synonyme, on peut dire que c'est kabbalistique, nébuleux. Voilà, quelque chose de compliqué. C'est pas un peu dans le mystique? Non. Amphigourique. Amphigourique, par exemple, on peut dire un discours amphigourique, un discours compliqué et confus et tout. Voilà. On termine avec la litote. Là, on l'a vu justement à l'image, la définition tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une litote? Voilà, la litote donc, est une figure de style qui consiste à dire moins pour suggérer davantage. Plutôt affirmer une chose, on nie son contraire. Donc, la litote s'appuie sur une double négation, une négation grammaticale, ne pas, une négation lexicale, avec l'emploi d'un mot de sens contraire. Donc, par exemple, il n'est vraiment pas vilain. Quand on dit, il n'est vraiment pas vilain. Super beau. Donc, c'est plutôt, il est très beau. Hassan, il est vraiment pas vilain. Hein? Je ne sais pas, mais ton exemple me plaît bien.
Voilà, donc c'est ça la lutte. Je ne dis rien, j'ai pas le temps de... La réponse, c'est pas Sarah qui ferait ce genre d'exemple. Tu le sais déjà, très bien. On est à une minute de la fin. La reconversion de Hassan dans la diplomatie est tout assurée. Hein. Pour les autorités, si vous avez besoin vraiment de diplomate. Il a tellement changé que je ne le reconnais plus. En voici un. Il me reste juste une minute avant de refermer le magazine. Merci beaucoup, ma chère Khady, pour cette belle chronique ce matin. Et cette dernière minute, j'aimerais qu'on la consacre à notre deuxième invité, Falouignan. Comment on vous contacte? Parce que je sais qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui voudraient vous accompagner ou évidemment connaissent des talibés qui auraient besoin d'être accompagnés par votre structure. C'est ça. Nous sommes déjà sur les réseaux sociaux, sur presque tous les réseaux, Facebook, LinkedIn et tout ça, sous le nom de Génération Salih. Génération Salih S2ALIH. Et Khidma Center aussi, on a nos plateformes sur les réseaux. Mon numéro aussi, on peut nous contacter. Allez-y. Oui, si possible. Allez-y rapidement. 77 704 37 69. Et 77 704 37 69, c'est mon numéro. On ne le fait pas souvent, on le fait seulement quand il le faut. Et là, il le fallait. C'est ça, exactement. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Peut-être en profiter aussi pour dire à mes collaborateurs bon courage, en quelque sorte. Merci de nous avoir regardés ce matin. Merci ma chère Khady, merci Hassan, merci Alioune. À demain, 6h30 pour un nouveau Quinquilibre. Et merci aux équipes d'Extrême Collection qui m'ont habillé ce mardi. Prenez soin de vous et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Au revoir. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know.